Dans le fond, j'ai regardé, moi, qu'est-ce que j'avais fait avec Joël, puis chapitre 8, il n'y avait pas grand-chose, il y avait juste un exercice que on avait fait en classe, mais ouais, c'est ça. Chapitre 9, il y avait beaucoup d'exercices, c'est celui-là que j'ai mis dans le fond, surtout. Il y en a un du chapitre 8 que j'ai mis. Ouais, exactement. Je l'ai remis au cas où, mais ouais, celle-là, j'avais mis beaucoup d'emphase quand on l'avait checké, là. Mais tant mieux si tu t'en rappelles bien, c'est pas mal le plus difficile, je pense. Ouais. Ah, mais c'est super. Parfait. Fait que je vais commencer avec, dans le fond, qu'est-ce que ça touche le chapitre 8, le chapitre 9. Puis en gros, ben, c'est la comptabilisation des... ouais, quoi? Ok, ok, pas de problème. Fait que, en gros, de quoi ça parle le chapitre 8, le chapitre 9? Ben, ça parle, le chapitre 8, surtout de comment on doit comptabiliser un immeuble quand on l'acquiert pour la première fois. C'est quel montant qu'on va mettre dans l'immeuble. Comme par exemple, dans le fond, les coûts qui vont être comptabilisés dans la valeur de l'immeuble quand tu la jettes, c'est tous les coûts qui sont engagés avant que tu ailles l'immeuble, puis qui sont nécessaires afin que l'immeuble puisse être utilisé pour les fins qui sont prévues. Fait que c'est, mettons, tous les frais d'aménagement de l'immeuble, du terrain, qui sont engagés avant que tu l'acquières, qui sont nécessaires pour que tu puisses utiliser l'immeuble pour les fins commerciales que tu veux, ben, vu que c'est obligatoire d'engager ces frais-là afin que ton immeuble il pourra être utilisé dans les fins que tu voudras éventuellement, ben on appelle ça incorporable. Ça veut dire que ça va faire partie du coût à l'acquisition qu'on va mettre au début dans l'immeuble. Fait que tous les coûts qui sont nécessaires avant, qu'on a engagés avant d'acheter l'immeuble, mais qui sont obligatoires pour que l'immeuble, ben, tu puisses l'utiliser de la manière que tu veux, ben, ils vont tout faire augmenter la valeur de l'immeuble le jour que tu vas l'acheter. Fait que ça, le chapitre 8, c'est surtout ça, de savoir que quand tu achètes un immeuble, ben, il y a d'autres frais qui sont nécessaires que tu vas engager avant que tu achètes l'immeuble. Puis ici, ils sont obligatoires, ces frais-là, afin que tu puisses obtenir puis utiliser l'immeuble dans les fins que tu voudrais. Ben, on appelle ça que c'est des coûts incorporables qui vont faire augmenter la valeur que tu vas débiter dans le compte immeuble le jour que tu vas l'acquérir, qui sera prêt, mais que tu vas l'acquérir, c'est ça. Fait que ça, c'est le chapitre 8. C'est pour ça qu'on n'en parle pas trop avec Joël. C'est que c'est redondant. C'est surtout les coûts qui sont incorporables dans la valeur de l'immeuble. Puis le chapitre 9, de quoi ça parle? C'est que ben, ton immeuble, une fois que tu l'as déjà acheté, que tous les coûts qui sont incorporables dans ton compte d'immeuble, ben, à l'écriture initiale, tu as fait immeuble, puis tu as fait par exemple caisse, mais tous les coûts qui sont incorporables, ils s'en vont au débit dans immeuble. Ça, c'est le chapitre 8. Ça dit tous les coûts que tu vas mettre au débit dans ton compte immeuble le jour que tu vas l'acheter. Puis le chapitre 9, ça dit maintenant que tu as déjà acquéri ton immeuble, c'est de quelle manière que tu vas l'évaluer pour les exercices qui s'en viennent. Puis il y a deux façons. Il y a la façon modèle du coût. Ça, la façon modèle du coût, c'est quoi? C'est que, premièrement, à chaque fin d'exercice, à chaque 31 décembre par exemple, on va faire tout le temps l'amortissement. On va comptabiliser au débit la charge d'amortissement, puis au crédit, on va mettre du même montant amortissement cumulé immeuble du montant qu'on amortit à cet exercice-là. Fait qu'à chaque fin d'exercice avec la méthode du coût, il faut comptabiliser la charge d'amortissement. Puis il y a plusieurs façons qu'on peut comptabiliser une charge d'amortissement. Il y a premièrement la méthode de l'amortissement linéaire. Puis ça, la méthode de l'amortissement linéaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut premièrement savoir c'est quoi la valeur comptable de l'immeuble qui est amortissable. Puis la valeur comptable d'un immeuble, c'est, tu prends le coût historique, le coût que tu avais payé le jour que tu l'avais acheté, mettons 400 000. Puis là, on va faire semblant que c'est le premier exercice. Là, on est au 31 décembre 2001. Au 1er janvier 2001, tu l'as acheté l'immeuble. Là, il n'y a pas d'amortissement cumulé, c'est le premier exercice. Mais normalement, la valeur comptable, c'est le coût historique moins l'amortissement cumulé. On va dire 0 parce que là, on est à la fin de la premier exercice. Puis aussi, il faut faire moins provision pour dépréciation s'il y a lieu. Mais avec la méthode du coût, normalement, il n'y en a pas de provision pour dépréciation. Mais si jamais il y a une provision pour dépréciation qui est reliée
à l'immeuble que tu dois amortir, la valeur comptable va diminuer du montant qu'il y a dans ce compte-là. On va dire que, par exemple, on avait comptabilisé une provision pour dépréciation de 10 000 dans le passé. Puis là, on va dire aussi qu'on a comptabilisé 25 000 d'amortissement cumulé dans les derniers exercices. Fait que là, on veut savoir c'est quoi l'amortissement linéaire pour cette année. Bien, il faut prendre premièrement la valeur comptable. Fait que c'est comme ça qu'on la calcule. Le coût historique, ça c'est le 1er janvier 2001 quand tu l'avais acquéri. Moins tous les amortissements que tu as passés dans le passé, c'est amortissement cumulé. Moins la provision pour dépréciation, ça c'est s'il y a lieu. Puis le total de ça, bien, ça va donner la valeur comptable aujourd'hui. Fait que pour faire de l'amortissement linéaire, tu as ta valeur comptable qu'on vient de calculer ici de cette façon-là. Moins la valeur résiduelle, ça, c'est quoi la valeur que ton immeuble, à la fin de la durée d'utilisation, par exemple, si l'entreprise a dit qu'elle va l'utiliser pendant 5 ans, puis dans l'énoncé, ça dit aussi que la valeur résiduelle, c'est-à-dire à quelle valeur que tu pourrais revendre ton immeuble à la fin des 5 ans, 10 000 $, on va dire. Ça, c'est ta valeur résiduelle. C'est la valeur que tu vas pouvoir revendre cet immeuble-là à la fin de son utilisation. Fait que là, si on voudrait faire l'amortissement linéaire, on prendrait la valeur comptable ici, moins le 10 000, ça, ce serait la valeur résiduelle, la valeur à la fin de la durée d'utilisation de l'immeuble par l'entreprise. Le total de valeur comptable moins la valeur résiduelle, tu le divises par combien d'années qu'il reste que l'entreprise pense utiliser encore l'immeuble, puis ça va dire l'amortissement linéaire, l'amortissement que tu vas passer à chaque 31 décembre à partir de la date que tu as fait ce calcul-là. Fait que ça, c'est pour l'amortissement linéaire. C'est surtout ça qui va avoir l'examen, si je me rappelle bien. L'amortissement dégressif, ça, je pense pas que c'est à l'examen, mais je vais le montrer quand même. C'est quoi? Ben, on va dire que tu as une valeur comptable de 100 000. On va dire que ton immeuble, au 1er janvier, tu l'as acheté à 100 000 $. Puis là, ici, c'est la formule pour savoir c'est quoi le taux d'amortissement dégressif que tu vas passer à chaque 31 décembre. Ça, c'est certain que c'est pas l'examen. Mais on va dire que c'est 10 %. Fait que là, au 31 décembre 2001, là, c'est la première année que tu amortis. Tu sais que ta valeur comptable qui est calculée de cette façon-là, on va dire qu'il n'y a pas d'amortissement cumulé c'est la première année, il n'y a pas de provision de dépréciation. On va dire que tu l'avais acheté à 100 000. Fait que là, ta valeur comptable à cette journée-là, c'est 100 000. Puis là, l'amortissement dégressif, on va dire que c'est 10 %. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer? Au 31 décembre de la première année, ta charge d'amortissement, ça va être, c'est quoi la valeur comptable que j'ai à cette date-là? 100 000. C'est quoi mon taux? C'est 10 %, ça ne change pas. Fait que là, ta charge d'amortissement pour la première année, ça serait la valeur comptable à cette journée-là fois le taux d'amortissement dégressif de 10 %. Fait que là, tu auras une charge d'amortissement de 10 000. Tu mettrais comme ça ton écriture. Ouais, exactement, le 10 % qui est ici. Mais ça, c'est certain que c'est pas à l'examen. Mais la formule ici de calculer l'amortissement dégressif, c'est peu probable que ce soit à l'examen, mais si c'est donné, ils vont te dire c'est quoi le taux d'amortissement dégressif. Mais en tout cas, juste pour faire un résumé, juste 30 secondes. Fait que là, mettons, la première année, tu auras amorti 10 % de la valeur comptable que tu avais à cette date-là. Fait que tu auras amorti 10 000. Là, il te resterait l'année prochaine 10 000 de moins en valeur comptable. Fait que là, qu'est-ce que tu ferais à la deuxième année? Tu ferais la valeur comptable cette journée-là, 90 000. Puis là, le taux dégressif, ça, c'est quelque chose qui ne change pas. Fait que là, ce serait encore 10 %. Fait que là, l'écriture que tu passerais au 31 décembre 2002, deuxième année, tu prendrais la valeur comptable cette journée-là, fait 90 000. 90 000 fois le taux qui ne change pas, fait que ça ferait juste 90 000 fois 10 %. Fait que c'est ça. À chaque année, tu prends la valeur comptable le jour que tu dois passer l'écriture d'amortissement. Tu regardes c'est quoi ta valeur comptable, tu la multiplies par le taux dégressif, puis c'est le montant que tu vas mettre dans l'amortissement, puis au crédit dans amort cumulé. Fait que ça, c'est la méthode pour l'amortissement dégressif. C'est très peu probable que ça soit à l'examen, mais on ne sait jamais. Fait que ça, ici, parfait. Puis ça, c'est pour la deuxième année, 31 décembre 2008. Avec l'amortissement dégressif. Puis l'autre méthode qu'on voit avec GEL, c'est selon les unités produites. Fait que comment qu'on fait ça à la fin d'une année, comment qu'on calcule l'amortissement qu'on doit passer.
On prend le coût qui est historique. Ça, c'est le coût quand tu avais acquis pour la première fois l'immobilisation. C'est-à-dire, c'est le coût qui apparaît au bilan. Le coût au bilan, c'est tout le temps le coût historique. Fait que le coût au bilan, moi, la valeur résiduelle, ça, c'est à combien de dollars que je vais pouvoir revendre mon immeuble à la fin de la durée d'utilisation. Puis tu divises ça par le nombre prévu d'unités de production générées grâce à l'immobilisation. Fait que ça veut dire combien de dollars par unité de production doit être passé en charge d'amortissement. Fait que si, mettons, ça te donne 5 dollars par unité de production, cette formule-là, puis là, tu arrives au 31 décembre 2001, puis là, dans l'énoncé, ça dit en 2001, on a produit 50 unités de production. Fait que ce serait quoi la charge d'amortissement avec cette méthode-là? Tu prendrais le total de chaque unité de production, ça génère combien de dollars en amortissement? Ça, c'est le calcul ici. Puis là, tu ferais multiplier par combien d'unités que j'ai produites dans l'exercice. Si j'en ai produit 50, puis chaque unité de production doit envoyer 5 dollars en charge d'amortissement, bien, ce serait ça la charge d'amortissement. Tu ferais 5 dollars par unité de production, multiplié par le nombre d'unités que tu as produites dans l'exercice. Ce serait le montant que tu mettrais au débit dans charge d'amortissement, puis au crédit dans amortissement cumulé. Mais si je me rappelle bien, je pense que c'est juste la méthode de l'amortissement linéaire, mais je ne suis plus certain. Je sais que c'est vraiment celle-là, en tout cas, qui est à l'examen. Fait que ça, c'est important. La méthode de l'amortissement linéaire, c'est surtout celle-là qu'il faut maîtriser. Ensuite, ça, c'est pour les coûts incorporables. Comme je disais tantôt, le chapitre 8, c'est ça que ça dit. Tous les coûts qui sont dépensés pour acquérir l'actif et le rendre utilisable, selon l'utilisation que l'entreprise veut avoir de l'actif, bien, ils vont faire augmenter le coût de l'actif le jour que tu vas l'acheter. Ça va faire augmenter le montant que tu vas débiter dans le compte de l'actif. Tous les coûts qui sont incorporables. Puis ils doivent être engagés avant que les mots soient dans l'état et l'endroit voulu. Donc, c'est ça. Puis, avec la méthode du coût, on sait que à chaque 31 décembre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comptabiliser c'est quoi la charge d'amortissement. Puis, on fait juste ça. Avec la méthode du coût, on fait juste ça. Sauf que si, par exemple, dans l'énoncé, l'entreprise elle a des doutes que la valeur de son actif qui est évalué au coût, il a déprécié, il est moins élevé que ce qui devrait être. Qu'est-ce qu'elle va faire dans ce cas-là? Si elle a ce doute-là, elle va faire un test de dépréciation. Puis là, dans le test de dépréciation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait OK, aujourd'hui, je pense que mon IMO, sa valeur comptable est possiblement trop élevée. Fait que je vais comparer la valeur comptable de mon IMO aujourd'hui au plus élevé entre deux montants. Au plus élevé entre la valeur d'utilité de l'immeuble puis de sa valeur nette de réalisation. Fait que c'est quoi la valeur d'utilité? La valeur d'utilité, c'est, par exemple, on nous dit que l'entreprise elle pense que si elle utilise l'IMO encore pendant 10 ans, ben, la valeur que ça va apporter à l'entreprise d'utiliser l'IMO pendant encore 10 ans, ça va être 174 590. Ça, je vais t'envoyer le fichier Excel pour le calcul. Fait que ça serait une estimation de l'entreprise de mon IMO, c'est quoi les bénéfices économiques que je pense que ça va m'apporter sur le reste de la durée d'utilisation de l'IMO. Fait que ça, c'est la valeur d'utilité. Puis, tu dois savoir c'est quoi le plus élevé entre la valeur d'utilité et la valeur nette de réalisation le jour que tu fais le test de dépréciation. La valeur nette de réalisation, c'est aujourd'hui, le jour que je fais le test de dépréciation. C'est quoi ma juste valeur que je pourrais vendre l'IMO? Par exemple, si je peux le vendre à 200 000 aujourd'hui, mais que je sais qu'aujourd'hui, si je le vendrais, ça me coûterait 10 000 $ pour faire les coûts qui sont nécessaires pour le vendre, bien, ma valeur nette de réalisation serait 200 000 moins 10 000 de coûts qui sont nécessaires pour, mettons, le livrer, payer les vendeurs, tout ça. Fait que j'aurais une valeur nette de réalisation de 190 000. Fait que là, dans mon exemple fictif, si la valeur d'utilité, c'est 174 590, puis la valeur nette de réalisation, 190 000, bien, le plus élevé des deux, c'est 190 000. Fait qu'une fois qu'on a trouvé c'est quoi le plus élevé entre la valeur d'utilité et la valeur nette de réalisation, 190 000, on compare c'est quoi la valeur comptable aujourd'hui de mon IMO à 190 000. Si la valeur comptable est plus élevée que... non, ça c'est le... Si la valeur comptable est plus petite que le plus élevé des deux, ça veut dire que la valeur comptable est pas assez... Non, attends. Non, c'est ça. Si la valeur comptable est plus élevée que le plus grand des deux, ça veut dire que
ma valeur comptable est trop élevée par rapport à qu'est-ce que ça devrait être. Fait que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comptabiliser une dépréciation. Fait qu'on met au débit dépréciation, puis au crédit provision pour dépréciation. Pour représenter le fait que, en ce moment, ma valeur comptable est trop élevée par rapport à qu'est-ce qu'elle devrait être. Fait que c'est ça un peu le test de dépréciation, c'est quand on pense que la valeur comptable est trop élevée par rapport à qu'est-ce que ça devrait être réellement. Puis ça peut arriver aussi que, par exemple, dans le futur, dans le passé, on avait comptabilisé cette écriture-là, on avait déprécié la valeur comptable de l'IMO, puis là, plus tard, éventuellement, finalement, on se rend compte que la valeur comptable, finalement, elle devrait être remontée pour X ou Y raison. Fait que là, l'écriture qu'on devrait faire à la suite d'avoir passé la première ici, ce serait, on enlève la provision pour dépréciation en la mettant au débit, puis au crédit, on met reprise de valeur du montant pour ramener à la valeur comptable précédente qu'elle devrait être. Pour annuler la dépréciation, on passerait à la deuxième écriture qui est ici. Fait que ça, c'est pour le test de dépréciation que c'est utilisé parfois avec le modèle du coût. Mais sinon, si on ne fait pas le test de dépréciation, qu'est-ce qu'on fait? À chaque 31 décembre, il faut juste mettre au débit amortissement, puis au crédit amortissement cumulé pour l'immeuble. Ça, c'est pour la méthode modèle du coût pour l'évaluation des immeubles. Puis une autre méthode, que ça s'appelle la méthode de la réévaluation à la juste valeur. Puis avec Joël, il y a plusieurs, je pense qu'il y a 2 modèle de réévaluation, mais celui avec Joël, le seul qui est à l'examen, c'est réévaluation à ajustement proportionnel. Fait que comment que ça fonctionne, cette méthode-là? Premièrement, la première chose qu'on fait au 31 décembre, on fait comme avec le modèle du coût, c'est-à-dire qu'on comptabilise c'est quoi la charge d'amortissement qu'on doit passer pour l'exercice. Fait que ça, c'est pareil pour le modèle du coût puis le modèle ajustement proportionnel. Première chose qu'on fait au 31 décembre, on comptabilise notre amortissement. Ensuite, avec la méthode de l'ajustement proportionnel, ça ne s'arrête pas juste là. Il faut ensuite faire l'ajustement proportionnel que ça s'appelle. Fait que là, on a comptabilisé en premier l'amortissement. Puis là, l'amortissement cumulé, à cause de l'écriture numéro 1, il a augmenté. Ça, il faut le prendre en note. Fait que là, après l'écriture numéro 1, on a un certain coût, puis un certain amortissement cumulé. Puis là, avec ces données-là, ainsi que le fait que si par exemple il y a déjà une provision pour dépréciation au bilan, ça aussi ça fait diminuer la valeur comptable. Fait qu'après avoir fait l'écriture numéro 1, on a comptabilisé l'amortissement. Puis là, avant de faire l'écriture numéro 2 pour les ajustements proportionnels, il faut savoir, avant de faire l'étape de l'ajustement proportionnel, c'est quoi la valeur comptable aujourd'hui de mon immeuble. Puis la valeur comptable, comme j'ai montré tantôt, c'est le coût qui est au bilan, moins l'amortissement cumulé qui est au bilan. Puis si on a une provision pour dépréciation au bilan reliée à l'immobilisation qu'on veut ajuster, ça aussi, ça fait diminuer la valeur. Fait que ça, c'est le plus, moins. Puis là, ça va donner, c'est quoi la valeur comptable juste avant de faire l'ajustement proportionnel. Puis ça, c'est nécessaire de le savoir. Fait que là, on trouve c'est quoi la valeur comptable, puis le coût puis l'amortissement cumulé juste avant de faire l'étape numéro 2. Puis pour l'étape numéro 2, il faut calculer c'est quoi le coût puis l'amortissement cumulé qui devrait être au 31 décembre selon cette méthode-là. Fait que pour savoir, j'ai un certain coût avant de faire l'étape numéro 2. Puis là maintenant, on fait cette formule-là qui est ici. La juste valeur de l'IMO, ça c'est donné dans l'énoncé, divisé par la valeur comptable de l'IMO qu'on vient de déterminer ici. Juste valeur divisé par valeur comptable fois le coût historique qui est au bilan, moins provision pour dépréciation. La provision pour dépréciation, ça fait diminuer la valeur comptable, puis ça fait diminuer le coût aussi. Fait que quand on utilise le terme valeur comptable ou coût, il faut tout le temps se demander, est-ce que j'ai une provision pour dépréciation au bilan? Si oui, il faut diminuer la valeur comptable ou le coût de la provision pour dépréciation. Fait que si on fait cette formule-là qui est ici, juste valeur divisé par valeur comptable fois le coût qui est ajusté de la provision, ça va donner un certain montant. Puis là, il faut regarder, par exemple, si mon coût au bilan c'était 500 000, puis le résultat de la formule ici c'est 550 000, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que j'amène mon ancien coût vers le nouveau que j'ai calculé avec la formule ici. Fait qu'il faudrait que, à l'écriture qu'on va avoir à faire après les 2 étapes ici de l'ajustement proportionnel, on sait déjà, avec cette formule ici, que si on a un immeuble, ben au débit, il faudra mettre 50 000
pour faire passer son ancien coût avant l'étape 2 de 500 000 au coût qu'il devrait avoir selon la formule ici, 550 000. Puis là, après, on fait pareil, mais avec l'amortissement cumulé. C'est quoi l'amortissement cumulé qu'on devrait avoir au 31 décembre selon l'ajustement proportionnel? On prend la juste valeur de l'IMO puis la valeur comptable de l'IMO. Ça, c'est les mêmes données qu'on a utilisées juste en haut dans la formule ici. Sauf qu'au lieu de multiplier par le coût historique de l'immeuble au bilan, on va multiplier par l'amortissement cumulé de l'immeuble. Puis il faut prendre en considération que l'écriture numéro 1 a fait augmenter l'amortissement cumulé qu'il y avait au bilan. Fait que si au bilan, on avait 200 000 d'amortissement cumulé, puis là, ici au 31 décembre, pour l'étape numéro 1, il faut comptabiliser l'amortissement cumulé. Fait que là, si, mettons, on a crédité amortissement cumulé de 10 000, puis au bilan de l'exercice précédent, on avait 200 000, bien, juste avant l'étape numéro 2, c'est quoi l'amortissement cumulé qu'on a? C'est 200 000 qu'on avait au bilan précédent, plus le 10 000 qu'on a crédité à l'étape numéro 1 du 31 décembre. Fait qu'on serait avec 210 000 d'amortissement cumulé pour le calcul. Fait qu'on fait cette formule-là, ça va nous donner un certain montant. On va dire que ça nous donne 260 000. Fait que là, si, dans mon exemple ici, la formule, ça nous donne que l'amortissement cumulé devrait être de 260 000, puis l'amortissement cumulé, avant de faire l'étape numéro 2, était à 210 000, bien, ça veut dire que on devrait faire passer 210 000 d'amortissement cumulé qu'on avait avant l'étape 2 à 260 000. Fait qu'il faut augmenter l'amortissement cumulé de 50 000. Fait que là, c'est le deuxième élément qu'on met à la deuxième écriture de clôture, celle pour l'ajustement proportionnel. Il faut augmenter l'amortissement cumulé de 50 000, puis il fallait faire augmenter le coût de l'immeuble de 50 000. Fait que c'est ça que je passe ici pour le deuxième élément de l'écriture. Amortissement cumulé, 50 000. Fait que ça, c'est pour la méthode de l'ajustement proportionnel. Celle-là est plus difficile que la méthode du coût, parce qu'il y a toujours l'étape de l'amortissement qu'on fait en premier, comme on fait avec la méthode du coût, ça c'est pareil. Sauf avec la méthode de l'ajustement proportionnel, il faut calculer c'est quoi le coût que ça devrait avoir aujourd'hui selon cette formule-là, c'est quoi l'amortissement cumulé que ça devrait avoir aujourd'hui selon cette formule-là. Puis on passe une deuxième écriture, après avoir passé la première pour l'amortissement, pour amener le coût et l'amortissement cumulé de l'immeuble aux données que les deux formules ici nous donnent. Fait que ça, c'est pour la méthode d'ajustement proportionnel. Puis aussi, il faut savoir que si, par exemple, on est avec la méthode d'ajustement proportionnel, mais que l'ajustement proportionnel, c'est par rapport à un actif qui n'est pas amortissable. Par exemple, un terrain. Dans ce cas-là, l'ajustement proportionnel pour les actifs qui ne sont pas amortissables, c'est très facile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, au 31 décembre 2001, le terrain il est évalué selon la méthode de l'ajustement proportionnel. Puis là, la valeur qu'il y avait au bilan de l'exercice 31 décembre 2000, c'était 200 000 $. Puis là, on arrive au 31 décembre 2001. Puis là, dans l'énoncé, ça nous dit aujourd'hui, la juste valeur du terrain, maintenant, c'est rendu à 210 000 $. Fait que, tout d'abord, on sait qu'avec l'ajustement proportionnel, la première chose à faire, c'est de calculer l'amortissement. Avec un actif qui n'est pas amortissable comme un terrain, il n'y a jamais d'écriture d'amortissement. Fait que ça, c'est déjà passé. Puis, en plus, avec un terrain, avec les actifs non amortissables, tu n'as pas besoin vraiment de faire les deux formules qui sont ici, de savoir c'est quoi le coût, c'est quoi l'amortissement accumulé que ça devrait avoir aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'un terrain, ça n'a pas d'amortissement accumulé, fait qu'on saute cette étape-là. Dans le fond, on saute les deux étapes qu'il y avait pour l'ajustement proportionnel d'un IMO. La seule chose qu'on fait pour un terrain, ou pour c'est pas mal le seul actif non amortissable qu'on voit en 2240. Fait que c'est quoi qu'on ferait comme écriture au 31 décembre 2001 pour l'ajustement proportionnel du terrain. On sait sa valeur comptable 200 000 au 30 décembre 2000. La juste valeur au 31 décembre 2001, 210 000. Fait que la seule chose qu'on a à faire, c'est de faire passer la valeur comptable qu'il y avait l'année passée à la juste valeur qu'il y a au 31 décembre 2001. C'est aussi simple que ça. Fait que là, il faut faire augmenter la valeur comptable de 10 000 pour faire ça. Fait que la seule écriture qu'on ferait au 31 décembre 2001 pour un terrain, on ferait OK, mon terrain, c'est un compte débiteur. Puis là, il faut qu'il passe de 200 000 à 210 000. Fait que pour faire ça, il faut que je le débite de 10 000. Fait que terrain, 10 000. Puis avec la méthode de la réévaluation selon l'ajustement proportionnel,
quand on a une augmentation de valeur, que c'est comme un peu un profit, le compte dans lequel on met la contrepartie au crédit pour représenter l'augmentation de valeur, ça s'appelle écart de réévaluation. 10 000. Fait que pour un actif qui n'a pas d'amortissement cumulé, au 31 décembre, tu n'as pas besoin de comptabiliser d'amortissement. Tu n'as pas besoin de faire les deux formules pour savoir c'est quoi le coût et l'amortissement cumulé que ça devrait avoir. Avec l'ajustement proportionnel d'un compte qui n'est pas amortissable comme un terrain, tu fais juste amener c'est quoi la valeur comptable qu'il y avait au bilan précédent à la juste valeur qu'il y a aujourd'hui. Puis tu passes l'écriture comme ça. Donc, on va regarder maintenant les exercices de Joël concernant ça. Ah oui, puis aussi sur le chapitre 8, il y avait aussi les subventions. Fait que le seul exercice qu'on avait vu en classe, c'était sur une subvention dans le chapitre 8. Donc, en janvier 2001, Joël il avait assumé que c'était le 1er janvier 2001. Au 1er janvier 2001, l'entreprise achète au comptant des équipements au coût de 800 000 $. Fait que, juste là, on sait c'est quoi l'écriture qui se passe au 1er janvier 2001. J'achète des équipements au coût de 800 000. Fait que, ici pour les écritures, 1er janvier 2001, je paye 800 000 crédit caisse 800 000 pour des équipements, débit équipement 800 000. Le 15 mars 2001, dans le cadre d'un programme gouvernemental visant à encourager l'achat d'équipements, l'entreprise a reçu une subvention publique de 150 000 conditionnelle à l'utilisation pendant 4 ans des équipements achetés. Fait que, concernant les subventions, si par exemple, là, que c'est écrit le gouvernement, au 15 mars 2001, il donne une subvention de 150 000 à l'entreprise, mais il n'y a aucune condition. Elle fait juste donner une subvention de 150 000, puis elle dit c'est juste pour vous aider, il n'y a pas de condition, blablabla. Quand il n'y a pas de condition, qu'est-ce qu'on fait? Le jour même que tu reçois la subvention sans condition, tu envoies 100% du montant de la subvention reçue en produit. Ça, c'est quand il n'y a pas de condition. Fait que là, mettons l'entreprise, le gouvernement donne 150 000 au 15 mars, ça dit on fait juste vous donner 150 000 aujourd'hui pour vous aider dans vos affaires, il n'y a pas de condition. Fait que, dans ce cas-là, le produit qui est relié à la subvention, il est comptabilisé d'un seul coup, à 100% le jour même que tu reçois la subvention. Sauf que là, quand il y a une condition qui est reliée à la subvention, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Pourquoi? C'est à cause que la subvention ne sera pas comptabilisée d'un seul coup dans l'exercice que tu le reçois. Il va falloir regarder c'est quoi la condition. Puis là, la condition, c'est, premièrement, il faut que tu utilises l'équipement que tu achètes pendant 4 ans. Ça, c'est pour avoir le droit à 150 000 $ total. Puis là, quand tu as une subvention qui est reliée à un actif, à un équipement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le produit de la subvention, ça c'est le 150 000. Vu que c'est relié à l'utilisation d'un actif, il faut que le 150 000, le produit, il soit réparti sur la durée d'utilisation de l'équipement. Donc, on sait qu'on a acheté un équipement. Le gouvernement nous donne 150 000 aujourd'hui, mais on nous dit que c'est relié à l'équipement. Fait que déjà, du fait que c'est relié à l'équipement, le 150 000 il sera séparé sur la durée d'utilisation de l'équipement. Puis c'est marqué ici, la durée d'utilisation de l'équipement, c'est 10 ans. Fait que 150 000 divisé par 10 ans, ça veut dire qu'à chaque année, 15 000 $ de la subvention ira au crédit dans le produit. Puis que la condition, c'est de l'utiliser pendant 4 ans. Ça, c'est pour avoir le 150 000 au complet. Mais là, je vais continuer à lire pour le restant. Puis, la durée d'utilisation de l'équipe, c'est de 10 ans. La valeur résiduelle est nulle. Ça, c'est important à savoir parce qu'on sait que la valeur résiduelle, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte quand on calcule l'amortissement linéaire. Parce que l'amortissement linéaire, c'est valeur comptable moins valeur résiduelle divisé par la durée d'utilisation qui est ici de 10 ans. Fait que ça sera 0. Puis, la société utilise la méthode d'amortissement linéaire. L'entreprise clôture les 31 décembre. Puis là, ici, ça va dire que le 1er janvier 2003, elle n'a pas rempli la condition d'utiliser pendant 4 ans. Ça, on va regarder ça plus tard. On va commencer par faire les écritures pour qu'est-ce que je viens de lire en premier. Donc, ici. Fait que là, la première écriture, c'est l'achat de l'équipement à 800 000 $. Fait que crédit caisse, débit équipement, 800 000. Puis là, le 15 mars 2001, c'est la journée que
on reçoit une subvention qui a une condition. Puis là, la condition, c'est d'utiliser l'équipement pendant 4 ans. Fait que quand il y a une subvention qui est reliée à un équipement, il faut regarder l'équipement, je vais l'utiliser pendant combien d'années? 10 ans, c'est ça la durée d'utilisation de l'équipement. Ben, on va amortir la subvention sur la même durée d'utilisation que l'équipement. Fait que là, le jour que tu reçois la subvention, il faut que tu passes ça caisse, ça va être 150 000 dans tous les cas, ça c'est sûr. Mais au crédit, au lieu de mettre produit, tu mets produit différé. Puis produit différé, c'est quoi? C'est un compte pour les produits que tu reçois en avance, mais qui seront gagnés plus tard. Parce que c'est dans le fond, le 150 000 que tu reçois aujourd'hui, c'est comme si tu allais le gagner sur une durée de 10 ans. Fait que tu ne l'as pas gagné aujourd'hui. L'équipement, tu ne vas pas l'utiliser juste aujourd'hui, tu vas l'utiliser 10 ans. Fait que la subvention qui est reliée à l'équipement, elle va être gagnée sur une période de 10 ans. Fait que produit différé, c'est un compte qui représente le fait que tu as reçu de l'argent aujourd'hui pour des produits que tu vas gagner plus tard, c'est-à-dire sur une durée de 10 ans que tu vas gagner 150 000 tranquillement. Fait que là, ça c'est les deux premières écritures. Puis là, on arrive au 31 décembre. Puis là, on est avec la méthode du coût, pas la méthode de l'amortissement, pas la méthode de l'ajustement proportionnel. Fait qu'au 31 décembre, avec la méthode du coût, on fait juste passer l'écriture d'amortissement. Il n'y a pas d'ajustement proportionnel. Fait que pour l'écriture de l'amortissement, on nous a dit que c'est un amortissement linéaire. Puis la formule pour l'amortissement linéaire, c'est la valeur comptable moins la valeur résiduelle. Puis là, ça nous dit dans l'énoncé que la valeur résiduelle est nulle, fait que c'est 0 $. Fait que la valeur comptable de l'équipement, initialement, c'est 800 000, moins la valeur résiduelle de 0 $, divisé par, c'est quoi la durée d'utilisation de l'équipement? C'est 10 ans. Fait que ça veut dire qu'à chaque 31 décembre, le montant qu'on va mettre dans le compte amortissement au débit puis crédit amortissement cumulé équipement, c'est 80 000 $. On vient de le calculer maintenant. Fait que ça, c'est la première écriture au 31 décembre. Avec l'équipement, il est évalué selon la méthode du coût. Fait qu'à chaque 31 décembre, on fait juste calculer l'amortissement puis on passe l'écriture. Sauf que là, on a une subvention qui est conditionnelle à l'utilisation de l'équipement, qui est reliée à l'équipement. Fait que vu que notre équipement, on va l'utiliser 10 ans, le 150 000 de produits différés qui est relié à la subvention que, on a reçu 150 000 au 15 mars, mais ce 150 000, il va être gagné sur la durée d'utilisation de l'équipement de 10 ans. Fait qu'à chaque 31 décembre, ça c'est la subvention totale, 150 000. C'est quoi la durée d'utilisation de l'équipement? C'est 10 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à chaque 31 décembre, on va mettre au crédit produit, puis au débit produit différé. Le produit différé, c'est le produit que tu as reçu d'avance. À chaque année, tu vas gagner 150 000 divisé par 10 ans de la subvention en produit. Fait que le 150 000, il va être transformé en produit sur une distance de 10 ans. Fait que la première année, tu calcules l'amortissement de l'équipement. La subvention totale de 150 000, maintenant, ça fait 1 an que tu l'as. Fait que tu vas passer 1/10 du 150 000 de subvention en produit. Crédit, produit, subvention. Puis le produit différé, il va diminuer de la même vitesse que tu vas gagner les produits. Fait que 15 000, faire diminuer le produit différé, ça c'est un passif. Puis tu vas passer ça au crédit dans le produit. Fait que tu as gagné 15 000 de la subvention dans cet exercice-là, puis le restant, c'est encore dans un compte de bilan qui s'appelle produit différé, qui est un passif. Fait que ça, c'est la première fin d'année. La deuxième fin d'année, l'amortissement linéaire, c'est toujours pareil à chaque année s'il n'y a pas de changement dans les données. Fait que encore pareil, c'est 80 000 d'amortissement puis crédit amortissement cumulé. Puis, pour l'amortissement de la subvention, c'est encore sur la même durée d'utilisation que l'équipement. Fait que l'année d'après, combien du 150 000 qu'on a gagné dans la deuxième année? On a gagné 1/10. À chaque année, ce sera 1/10 du 150 000 que tu vas passer au crédit dans le produit, puis que tu vas faire diminuer le produit différé au débit. Puis là, la particularité, c'est que ce paragraphe-là de l'énoncé nous dit que la société n'a pas rempli la condition d'utiliser l'équipement pendant 4 ans. Le 1er janvier 2003, elle doit rembourser au gouvernement la somme de 90 000.
Fait qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'énoncé ne nous dit pas l'entreprise, vu qu'elle n'a pas respecté la condition de l'utiliser un minimum de 4 ans l'équipement, elle aura le droit à rien. L'énoncé dit plutôt elle devra rembourser une partie de la subvention. Combien? 90 000 du 150 000. Fait que là, première... Oui? Je comprends pas pourquoi on le met en produit différé la subvention si on l'a reçu comme produit différé. Tu me dis que ça, c'est les produits qu'on n'a pas encore reçus mais qu'on va recevoir après, Ouais, comme au fil des années. ouais. Mais pourquoi dans l'énoncé, ils nous disent qu'on reçoit, attends, ils disent en janvier 2001, le 15 mars, dans le cadre d'un programme oriental, on reçoit la subvention de 150 000. Mais si on la reçoit, pourquoi c'est un produit différé si on reçoit la totalité des 150 000, non? Oui, oui, c'est ça. Ça, tu as raison là-dessus. Parce que dans le fond, le 150 000, qu'est-ce qui est sûr, c'est que le jour que tu le reçois, tu mets débit caisse 150 000. Sauf que là, Ouais. vu que la subvention, c'est relié à un équipement, puis que l'équipement, il va être utilisé pendant 10 ans, on veut que si par exemple une subvention, c'est relié à l'utilisation d'un équipement, on veut que le produit de la subvention soit réparti sur toute la durée d'utilisation de l'équipement. Fait que là, on a reçu 150 000 de subvention, mais le gouvernement, il dit, on vous le donne pour que vous utilisez votre équipement que vous avez déjà, qui a une durée de vie de 10 ans. Fait que dans le cas où une subvention, c'est relié à un actif comme un équipement, il faut se demander, vu que la subvention est reliée à l'actif, l'équipement, c'est quoi la durée d'utilisation de l'équipement? Puis ça veut dire que c'est comme si, à chacune des années du 10 ans de l'équipement, tu vas gagner une partie de la subvention en produit. Parce que dans le fond, la subvention, c'est pour utiliser un équipement. Fait que c'est ça qui permet de gagner le produit. C'est vu qu'il y a une condition, on veut que la subvention soit répartie sur la durée d'utilisation de l'équipement, vu que la subvention, c'est vraiment pour l'équipement. Fait que dans le fond, ouais. Fait que ce sera à chaque 31 décembre que tu vas gagner le 1 dixième en produit. Puis le 150 000, le jour que tu le reçois, on dit que c'est pas un produit parce que ça sera pendant 10 ans que tu vas gagner ce 150 000-là. Fait que le jour que tu le comptabilises, c'est un passif. Tu as reçu de l'argent d'avance. Puis à chaque année, tu gagnes le 1 dixième du 150 000 en produit. Ok, même si on le comptabilise à la caisse, comme pendant le mois de mars, Ouais. on ne le reçoit pas vraiment au complet. Là, comme on doit juste le comptabiliser parce qu'on a comme eu l'accord de recevoir cette subvention-là, mais vu qu'elle est conditionnelle, on reçoit que 15 000 en fait tout en tout. Ben, c'est presque ça. Dans le fond, c'est vrai que dans les poches d'entreprise, elle a encaissé 150 000. Sauf que, vu qu'elle n'a pas gagné, parce que dans le fond, une subvention qui est reliée à un actif, c'est comme si on vous disait, on te donne cet argent-là aujourd'hui, mais tu vas gagner la subvention à travers les années que tu vas utiliser l'équipement. Fait que le jour, c'est comme si tu as reçu de l'argent d'avance, puis là, tu le sais qu'à chaque année, tu vas gagner une partie de cet argent-là en produit. Puis là, ça, c'est quand tu as une condition. Mais si mettons, dans l'énoncé, ça l'avait dit au 15 mars 2001, tu reçois 150 000 de subventions, mais le gouvernement, il dit non, il n'y a pas de condition, on fait juste vous donner l'argent pour vous aider, puis that's it, il n'y a pas de condition. Quand tu n'as aucune condition, le jour que tu reçois l'argent, ça s'en va tout en produit. Sauf que si tu as une condition, produit différé, puis à chaque 31 décembre, une partie de la subvention va être en produit. Ouais. Fait que ça, c'est les deux situations possibles. Donc, c'est ça. Puis, 1er janvier 2003, ça, c'est pour la fin de l'énoncé. Ça nous dit que, ben, on n'a pas rempli la condition de l'utiliser pendant un minimum 4 ans. Fait que là, le gouvernement, il dit, OK, au 1er janvier 2003, j'aimerais ça que tu me redonnes 90 000 du 150 000 que je t'avais donné. Fait qu'on s'en va faire les écritures pour ça. Premièrement, il nous demande de lui redonner 90 000. Fait qu'on met au crédit caisse 90 000. Ça, c'est l'argent qu'on lui redonne du 150 000. Puis là, le produit différé, on l'enlève parce que cet argent-là, il ne pourra pas être un produit de subvention. On l'a pu, fait que ça ne pourra pas être des produits éventuellement. À chaque 31 décembre suivant,
vu que cette subvention-là, cette partie de la subvention-là, c'est comme si elle était détruite, ben on ne pourra pas le gagner en produit. Fait que le produit différé de la subvention, on l'enlève en même temps du paiement du 90 000. Fait que ça, c'est pour rembourser 90 000 du 150 000 qu'on avait reçu au début. On enlève le produit différé, que ça représente le fait qu'on avait reçu une subvention, puis qu'elle allait être gagnée à travers les années. Puis là, maintenant, vu que le total de la subvention, maintenant, c'est comme si on avait reçu une subvention de 60 000 au lieu de 150 000, parce qu'on a donné 90 000, 150 000. Fait qu'au final, à partir de cette journée-là, c'est comme si la subvention qu'on avait reçue, c'était plutôt 60 000, pas 150 000. On a redonné 90 000, 150 000, fait qu'au net, le gouvernement il nous a donné 60 000. Fait que le jour qu'on a redonné ça, le total de la subvention il a été changé, fait qu'on doit recalculer c'est quoi la charge d'amortissement annuelle de combien de produits qu'on mettra au 31 décembre de chaque année de la subvention en produits. Mais il faut regarder c'est quoi maintenant le nouvel amortissement à partir de ça. Parce que au début, on savait que c'est 150 000 sur 10 ans. Puis là, on est deux exercices plus loin. Puis là, maintenant, c'est plus 150 000, c'est 60 000 divisé par la durée restante d'utilisation de l'équipement. Okay, ça va être le montant qu'on va mettre à chaque 31 décembre en produit. Donc, on s'en va ici. Fait que là, comme j'ai dit, au début, on avait 150 000 de subvention. Là, il nous a obligé de lui redonner 90 000 de la subvention. Fait que la partie de la subvention qu'on a encore, c'est 60 000. Fait que ouais, ça c'est divisé. Fait que la partie de la subvention qu'on a encore, c'est 60 000. Puis si on avait reçu 60 000 au début, au lieu de 150 000, c'est quoi qu'on aurait dû mettre en produit à chaque année? C'est pas 15 000, c'est 6 000. Soit 60 000 divisé par 10 ans. Fait que c'est ça que ça nous dit quand on recalcule. C'est quoi la charge d'amortissement? L'amortissement du produit sur 10 ans de la subvention, qui est maintenant plutôt 60 000 au lieu de 150 000. Ben, à chaque 31 décembre, on aurait mis 6 000 en produit au lieu de 15 000. Fait que, vu que en 2001 puis en 2002, on a passé 15 000 en produit, mais ça aurait dû être 6 000 selon le fait que maintenant, c'est plutôt une subvention de 60 000 au lieu de 150 000. Il faut passer l'ajustement qui est ici. Fait que, c'est ça, en 2001 puis 2002, on a passé 15 000 en produit. Puis là, si ça avait été plutôt 6 000 par année, comme ça doit être selon le point de vue actuel, qu'on a une subvention totale de 60 000, pas 150 000, ben, on aurait passé 6 000 en 2001, 6 000 en 2002. Fait qu'on aurait passé 12 000 en produit au lieu de 30 000, de 15 000 plus 15 000. Fait qu'on aurait dû passer 12 000 en produit au lieu de 30 000. Fait que pour ajuster ce fait-là, on va réduire qu'est-ce qu'on a passé en produit en le mettant au débit. Fait que produit de subvention, c'est un compte qui augmente au crédit. On a trop mis de produits parce que finalement, c'est plutôt 6 000 par année qu'on aurait dû mettre en 2001 puis 2002 au lieu de 15 000. Fait que pour faire passer le fait que ça aurait dû être 6 000 plus 6 000, 12 000, au lieu de 15 000 plus 15 000, 30 000, ben la différence entre 30 000 puis 12 000, c'est 18 000. Fait qu'on fait diminuer le produit qu'on avait passé au crédit de la différence. Fait qu'on met 18 000 débits produits. Puis, on met la contrepartie dans le produit différé, que ça sera à gagner plus tard, cette partie-là de la subvention. Fait que ça, c'est pour la deuxième écriture au 1er janvier 2003. Premièrement, on paye la partie de subvention qu'on n'a plus le droit. Ensuite, on corrige le fait qu'on avait trop passé en produit de subvention les 2 années précédentes, parce que la subvention totale, finalement, c'est plutôt 60 000 au lieu de 150 000. Fait que les 2 premières années, il aurait dû être 6 000, 6 000, selon le point de vue actuel. Fait qu'on l'a corrigé la même journée qu'on a redonné le 90 000, on a corrigé les produits qu'on avait trop mis, 18 000. Puis là, pour la suite, pour le restant des années, ben, ça va être pareil à chaque année. Premièrement, on a la charge d'amortissement pour l'équipement. C'est encore 80 000, c'est pareil à chaque année. Puis là, maintenant, à partir du 1er janvier 2003, pour toutes les années qui vont suivre, le montant de la subvention produit différé qu'on va mettre en produit, c'est 6 000. Fait que là, en 2003, on a l'amortissement d'équipement 80 000, 80 000. Puis l'amortissement du produit de la subvention, 6 000, 6 000. Puis là, en 2004, ce sera encore les 2 mêmes écritures ici. 2005, les 2 mêmes écritures ici. Fait que c'est pareil pour les autres années, des 10 années de l'utilisation de l'équipement.
à partir de 2003. Ici, ça va être tout le temps ces deux écritures-là au 31 décembre. L'amortissement de l'équipement, puis l'amortissement de la subvention à une vitesse de 6 000 par année. Fait que c'est un peu mélangeant, mais il faut comprendre que si tu reçois une subvention puis que c'est relié à un immeuble ou un équipement, il faut que tu dises, OK, mettons que je reçois 100 000 aujourd'hui pour, le gouvernement, il dit c'est pour m'aider avec mon immeuble, mais mon immeuble, je vais l'utiliser encore 10 ans. J'ai reçu 100 000 pour un immeuble que je vais utiliser 10 ans. Fait que c'est comme si le 100 000 de subvention, oui, je vais le mettre au débit dans la caisse, mais vu que c'est relié à un équipement ou un immeuble, il faut que je mette ça en produit différé le jour que j'encaisse l'argent. Puis à chaque fin d'année, je sais que l'immeuble, je vais l'utiliser 10 ans. J'ai reçu une subvention de 100 000 pour cet immeuble-là. À chaque année, je vais réduire le produit différé de 10 000, 100 000 divisé par 10, puis je vais envoyer ça en produit 10 000 aussi. Fait que s'il y a une condition, si la subvention est reliée à un équipement ou un immeuble, le jour que tu l'encaisses, début caisse, crédit, produit différé du montant de la subvention, puis à chaque 31 décembre, pour la durée d'utilisation de l'immeuble, tu vas envoyer une partie du produit différé au crédit dans le produit, selon la durée d'utilisation de ton immeuble. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est clair. Oui. Ouais. Ok, c'est bon. Parfait. Au pire, on reviendra là-dessus une autre fois si jamais tu as des questions. Fait que je vais passer au prochain exercice. Là, dans le fond, c'est le seul que Joël y avait montré pour le chapitre 8. C'est vraiment de comprendre comment qu'on comptabilise une subvention reliée à un équipement ou à un immeuble que tu dois gagner le produit à travers les années sur la durée d'utilisation de l'actif. Fait que là, le E2... Fait que là, le E2, ça c'est... Ouais, le E2, c'est pour la méthode de l'ajustement proportionnel que j'ai montré tantôt. Que, premièrement, comme avec la méthode du coût pour ton immeuble, ton équipement, ton actif, tu comptabilises l'amortissement au 31 décembre. Puis après, il faudrait que tu passes une deuxième écriture au 31 décembre pour l'ajustement proportionnel. Fait que c'est ça qu'on va faire. La société décide d'utiliser la méthode de la réévaluation pour son terrain et son immeuble. Elle vous transmet les renseignements suivants au 30 décembre 2004. Fait que là, on a les infos pour le terrain et l'immeuble. Puis les deux sont évalués selon la méthode de la réévaluation à l'ajustement proportionnel. Puis, une journée plus tard, le 31 décembre 2004, la société évalue la juste valeur de son terrain à 242 000 et celle de l'immeuble à 470 000. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils veulent qu'on passe l'écriture pour l'ajustement proportionnel. Puis quelque chose que j'ai pas très aimé de cet exercice-là, c'est que c'est pas marqué dans l'énoncé, mais eux, ils ont déjà passé l'écriture pour l'amortissement de l'immeuble. Parce qu'on sait que la méthode de la réévaluation d'ajustement proportionnel, si c'est un actif amortissable comme un immeuble, premièrement, l'écriture que tu fais au 31 décembre, c'est ton amortissement. Puis ensuite, tu passes l'écriture pour l'ajustement proportionnel. Mais eux, ils nous disent pas, mais ils ont déjà fait la première écriture de l'amortissement, débit amortissement, crédit amortissement accumulé, mais c'est pas marqué. Mais ils l'ont déjà fait. Fait que là, eux, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? Ils veulent qu'on passe juste la deuxième écriture au 31 décembre reliée à l'ajustement proportionnel. Fait qu'on va commencer par l'immeuble, parce que c'est le plus difficile des deux. Bon, fait que là, pour l'ajustement proportionnel, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais copier ça ici. Il faut ajuster c'est quoi le coût que ça devrait avoir cette journée-là, puis c'est quoi l'amortissement que ça va cumuler que ça devrait avoir cette journée-là, puis d'amener l'ancien coût et l'ancien amortissement cumulé au résultat de ces deux formules-là. Fait qu'on va commencer par savoir c'est quoi le coût que ça devrait avoir cette journée-là selon l'ajustement proportionnel. Fait que là, premièrement, c'est la juste valeur divisée par la valeur comptable. Fait que la juste valeur, c'est donné ici. 31 décembre 2004, la juste valeur de l'immeuble, c'est 470 000. Fait que c'est 470 000 qui va être divisé par, c'est quoi la valeur comptable cette journée-là de l'immeuble. La valeur comptable, on sait que c'est premièrement le coût au bilan, 845 000, moins l'amortissement cumulé. Puis si jamais il y a une provision pour dépréciation reliée à l'immeuble, ça aussi, ça fait diminuer la valeur comptable. Fait que la valeur comptable de l'immeuble cette journée-là, c'est le coût au bilan, 845 000, moins l'amortissement cumulé qu'il y a au bilan cette journée-là, 400 000, moins la provision pour dépréciation immeuble qu'il y a cette journée-là au bilan, 5 000.
Fait que c'est quoi la valeur comptable de l'immeuble au 31 décembre 2004? C'est 845 000 le coût, moins il y a 400 000 d'amortissement cumulé. Puis ça, cet amortissement cumulé-là, il prend en compte que on a passé l'écriture de l'amortissement de fin d'exercice. Cette écriture-là qu'on passe à chaque 31 décembre, eux, ils l'ont déjà passé. Puis le montant qu'on voit ici, il prend en considération le montant qu'ils ont crédité dans l'amortissement cumulé lors de la première écriture nécessaire avec l'ajustement proportionnel. Fait eux, ils ont passé l'écriture. On va dire qu'ils ont passé 10 000 d'amortissement cumulé, 10 000 d'amortissement. Puis là, avant qu'ils passent l'écriture, c'était 390 000 d'amortissement cumulé. Ils ont passé l'écriture de l'étape numéro 1. Puis là, c'est rendu 400 000. Fait que là, nous, on fait juste l'étape numéro 2 de c'est quoi le coût et l'amortissement cumulé que ça devrait avoir. L'écriture numéro 2 au 31 décembre. Eux, ils ont déjà fait la première. Fait que le coût moins l'amortissement cumulé, moins la provision pour dépréciation, ça va nous donner c'est quoi la valeur comptable aujourd'hui de l'immeuble. Fait que 845 000 moins 400 000, ça donne 445 000. Moins 5 000, ça donne 440 000. Fait que pour la formule, il faut faire la juste valeur divisée par valeur comptable. On vient de le calculer, 440 000. Puis là, pour l'ajustement du coût, on va faire fois le coût au bilan, moins provision pour dépréciation s'il y en a. Fait que fois le coût au bilan, c'est 845 000, moins la provision pour dépréciation. Ça, il faut s'en rappeler, ça fait partie du coût. 845 000 moins 5 000, ça donne 840 000. Fait que fois 840 000. Fait que cette formule-là, ici, ça va nous donner c'est quoi le coût que ça devrait avoir aujourd'hui, selon l'ajustement proportionnel. Fait que 470 000 divisé par 440 000 multiplié par le coût moins provision pour dépréciation, 840 000, ça donne 897 273. Juste vérifier, ouais, c'est bien ça qui fait la réponse. Fait que ça, c'est la réponse de notre formule qu'on vient de passer pour le coût. Ça, c'est qu'est-ce que le coût doit être. Puis là, maintenant, la deuxième chose qu'on doit évaluer avec l'ajustement proportionnel, c'est quoi l'amortissement que ça doit être aujourd'hui. Bien, c'est pareil pour ici. C'est la juste valeur de l'IMO divisé par sa valeur comptable. On ne va pas le recalculer, c'est pareil ici. Sauf que pour l'ajustement de l'IMO, excuse-moi, de l'amortissement cumulé de l'IMO, on ne fait pas fois coût moins provision, on fait fois amortissement cumulé au bilan. Fois amortissement cumulé au bilan. Fait qu'on s'en va voir c'est quoi l'amortissement cumulé, qui prend en considération le fait qu'on a passé l'écriture numéro 1 qui a augmenté l'amortissement cumulé à 400 000. Fait que l'amortissement cumulé, avant de faire l'écriture de l'ajustement proportionnel, est à 400 000. Fait que fois 400 000, cette formule-là, ça va nous donner c'est quoi l'amortissement cumulé que ça devrait être aujourd'hui. Fait qu'on va le faire 470 000 divisé par 440 000 fois l'amortissement cumulé juste avant de faire cette écriture-là, fait 400 000, donne 427 273. Fait que ça, c'est quoi? C'est l'amortissement que ça doit être en ce moment. L'amortissement cumulé que ça doit être. Donc, une fois qu'on a fait ça, il faut amener l'ancien coût, puis l'ancien amortissement cumulé à ces valeurs-là. Fait que là, ici, l'ancien coût, 845 000. Je pense qu'il faut... Attends, faut-tu prendre en considération le 5 000? Je pense que oui. Le coût, 52 212. Ok, on va faire le test. Fait que si je fais ça moins 845 000, 52 212. Ok, parfait. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'ajustement du coût? On prend le résultat de notre formule ici, le coût que ça doit être aujourd'hui, puis on regarde c'est quoi le coût au bilan. Le coût au bilan, mais pour la comparaison, on ne regarde pas c'est quoi le montant de la provision. Le montant de la provision pour dépréciation, ça c'est juste utilisé pour les calculs. Là maintenant, on doit amener le vrai coût au bilan au résultat de la formule. Fait que la différence entre 845 000 puis le résultat de la formule pour le coût, c'est 52 212. Fait que pour faire amener 845 000 à 897 000,
il faut augmenter le coût de 52 272. Fait que ça, c'est le premier élément qu'on met dans la deuxième écriture au 31 décembre, qui est pour l'ajustement proportionnel. On augmente le coût de l'immeuble de 52 272. Puis là, maintenant, on veut savoir c'est quel montant qu'on doit passer pour l'amortissement cumulé. On sait que l'amortissement cumulé au bilan, c'est 400 000. Puis là, l'amortissement cumulé que ça devrait être aujourd'hui, selon le résultat de la formule, c'est 427 273. Fait que 427 273 moins 400 000, ça veut dire que l'amortissement cumulé devrait être augmenté de 27 273. Puis l'amortissement cumulé, ça augmente au crédit. Fait que deuxième élément dans l'écriture, crédit amortissement cumulé, 27 273. Fait que là, ensuite, il faut, avec la méthode de l'ajustement proportionnel, considérer les augmentations de valeur puis les pertes de valeur avec deux comptes. Du côté des pertes, il y a provision pour dépréciation. Puis du côté de l'augmentation des valeurs de l'immeuble, c'est écart de réévaluation. Fait que là, la première chose à faire, c'est de demander premièrement, est-ce que au 31 décembre, avec cette écriture-là, est-ce que mon actif il a augmenté ou il a baissé de valeur? 440 000, la juste valeur 470 000. Fait que pour savoir c'est quoi si on a fait un profit, une augmentation de valeur ou une perte de valeur reliée à l'immeuble, il faut regarder la valeur comptable à la juste valeur. Fait que là, au 31 décembre, on avait une valeur comptable de 440 000, puis ça nous dit que la juste valeur de l'IMO, pas juste son coût, je me suis mélangé pour ça. Ça, c'est 470 000, c'est la juste valeur de l'IMO au complet. Puis 440 000, c'est la juste valeur, la valeur comptable de l'IMO au complet. Fait qu'il faut savoir, vu que la valeur comptable passe de 440 000 à 470 000, bien, il y a une augmentation de valeur de 30 000. Ça, c'est sûr. Fait que l'augmentation de valeur, pour amener 440 000 à 470 000, la valeur, elle a augmenté de plus 30 000. Puis là, dans un scénario qui serait facile, on n'aurait aucun montant dans provision pour dépréciation. Fait que si on n'avait aucun montant dans provision pour dépréciation, qu'est-ce qu'on ferait? On mettrait le 30 000 au complet dans écart de réévaluation. Sauf que là, ça, c'est pas possible quand il y a déjà un compte de provision pour dépréciation au bilan. Quand il y a une augmentation de valeur, puis que, si mettons, 0 $ dans provision pour dépréciation, puis là, tu te rends compte au 31 décembre, après l'écriture ici, que ta valeur comptable passe de 440 000 à une juste valeur de 470 000, fait que ça veut dire une augmentation de valeur. Tu regardes au bilan, s'il n'y a aucun montant dans provision pour dépréciation, le total de l'augmentation de valeur va être comptabilisé comme ça. Tu mets l'actif au débit, puis au crédit, tu mets écart de réévaluation, puis tu mettrais le total d'augmentation de valeur tout simplement comme ça. Sauf que là, vu qu'il y a un 5 000 $ de provision pour dépréciation, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est en premier temps, il faut annuler cette provision de dépréciation-là pour le ramener à 0 $ avec le profit. Fait que là, on a 30 000 d'augmentation de valeur. On a une provision pour dépréciation de 5 000. Fait que pour l'éliminer, qu'il y a des provisions pour dépréciation, c'est un compte de crédit passif. On va le mettre au débit. On va l'éliminer au complet. On va le mettre de 5 000 au débit. Fait que ça, c'est la première chose qu'on fait. Provision pour dépréciation, on l'élimine au complet. On a une augmentation de valeur de 440 000 à 470 000, fait que plus 30 000. Fait qu'une partie du 30 000 va être premièrement utilisée pour supprimer. C'est quoi la provision qu'on avait au bilan pour la provision pour dépréciation? On avait 5 000. Fait que 30 000 du 5 000, 30 000 du profit va être utilisé pour supprimer la provision de 5 000. Fait qu'on supprime la provision avant de comptabiliser des montants dans l'écart de réévaluation. C'est la première règle. Toujours supprimer les provisions pour dépréciation avant de pouvoir comptabiliser des montants dans l'écart de réévaluation. Fait qu'on a supprimé la provision pour dépréciation au complet, 5 000, puis en contrepartie, on met au crédit reprise de valeur de 5 000. Fait que ça, c'est la première chose. Avec l'augmentation de valeur de 30 000, on supprime la provision pour dépréciation, puis on met au crédit reprise de valeur 5 000, 5 000. Puis là, le restant du 30 000 de profit, on a utilisé 5 000 pour supprimer la provision. Fait que le 25 000 restant,
maintenant qu'il n'y a plus aucune provision qui existe une fois qu'on l'a supprimé, qu'on l'a débité de 5 000, le restant, on peut mettre ça dans crédit, écart de réévaluation. Fait que le 25 000 restant du profit s'en va dans écart de réévaluation. Après avoir supprimé la provision pour dépréciation, c'est possible. Est-ce que tu as des questions sur cette écriture-là ici? Non, c'est bon, je te suis. OK, parfait. Fait que là, pour la suite, on avait aussi un terrain qui est selon la méthode de la réévaluation ajustement proportionnel. Puis ça, on sait qu'un terrain, c'est pas amortissable. Fait que lui, c'est facile la méthode de l'ajustement proportionnel. Un terrain, la seule chose que tu as à faire avec la méthode de l'ajustement proportionnel, c'est que tu regardes c'est quoi la valeur du terrain, la valeur comptable du terrain aujourd'hui, c'est quoi la nouvelle juste valeur du terrain aujourd'hui, puis tu amènes la valeur comptable à la juste valeur. Tu fais juste ça. Fait que là, la valeur comptable du terrain aujourd'hui, c'est 240 000 ici. Le coût, parce que lui, il n'y a pas d'amortissement cumulé. Il n'y a pas de provision pour dépréciation. On sait que la valeur comptable, c'est coût moins amortissement cumulé moins provision pour dépréciation. Il y a un coût, il n'y a pas d'amortissement cumulé, il n'y a pas de provision pour dépréciation. Fait que sa valeur comptable, c'est 240 000. Puis là, on regarde ici, ça nous dit que aujourd'hui, la juste valeur du terrain, c'est 242 000. Fait que là, on avait une valeur comptable aujourd'hui de 240 000. Il faut l'amener à la juste valeur qu'il y a aujourd'hui, le terrain, 242 000. Fait que pour faire passer 240 000 à 242 000, ben, ça va y faire une augmentation de valeur de 2 000. Puis là, on se rappelle, l'augmentation de valeur, il faut toujours regarder en premièrement, est-ce qu'il y a une provision pour dépréciation reliée à l'élément qu'on va comptabiliser l'augmentation de valeur. Là, ici, il n'y en a pas. Mais avec l'immeuble, il y en avait une, fait qu'il fallait supprimer le 5 000 de provision pour dépréciation en premier. Ici, on n'en a pas. Fait qu'on peut tout de suite mettre le profit, l'augmentation de valeur, dans écart de réévaluation, 2000, puis débit, l'augmentation de valeur du terrain de 2000. Fait que ça, c'est pour le E2. Ajustement proportionnel, selon un actif qui n'est pas amortissable, c'est simple. Tu passes juste l'écriture ici pour augmenter ou diminuer sa valeur comptable jusqu'à la juste valeur. Puis ben, pour un immeuble, ça, c'est plus complexe. Fait que ça, c'est pour le